j'avais besoin absolument de faire une coupure radicale et de dire là, à partir de maintenant, je veux rencontrer que des gens qui ne connaissent rien du tout de mon parcours. Tout le but de ce voyage-là, c'était vraiment me redéfinir en tant que personne, retrouver espoir aux gens et voir des aurores boréales et réaliser l'un de mes plus grands rêves. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Est-ce qu'un jour tu t'es déjà dit « Tiens, si je me déguisais en pastèque et que je faisais du stop pour me déplacer dans toute l'Europe ?» Je pense que non. Mais tu vas vite le découvrir, c'est ce que s'est dit mon invité du jour, Abigail. Si tu es à la recherche d'inspiration, de découverte, que tu as envie de passer 1 heure à rire avec nous, tout en parlant de sujets importants, et oui, c'est possible, alors cet épisode est pour toi, donc reste bien avec nous. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'accueillir pour la 2e fois sur ce podcast l'incroyable Abigail, une voyageuse dans l'âme et une militante pour la déstigmatisation de la santé mentale. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs sujets passionnants, on va parler notamment de la découverte du trouble de la personnalité borderline d'Abigail, son parcours en psychiatrie et sa quête pour trouver un traitement adapté, l'aventure incroyable d'Abigail en autostop déguisée en pastèque à travers l'Europe et comment ce voyage-là l'a aidée, l'importance de l'autodérision et du lâcher-prise. Si comme moi, t'es une passionnée de voyage, t'es avide de récits courageux et que tu veux découvrir cette nana déterminée, alors tends bien l'oreille. Petite précision, cet épisode c'est la partie 1 de ma conversation avec Abigail, parce que avec Abigail on a parlé pendant 2 heures, et tu verras dans la partie 2, on t'emmène au Pérou pour une expérience chamanique racontée de A à Z. Si tu t'es toujours demandé ça fait quoi concrètement de prendre de l'ayahuasca, alors vraiment ne loupe pas ce second épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute pour cette première partie. Bonjour Abigail. Bonjour Anastasia. Comment tu vas ? Je vais très bien. Bon bah parfait, effectivement on a eu une petite installation compliquée mais on est là avec nos multiples caméras. C'est vraiment professionnel, moi je suis assez fière de ce qu'on est en train de faire là actuellement. Merci déjà d'avoir accepté de venir témoigner sur De Vraies Vies pour la 3e fois en fait. Puisque on s'est rencontrés, du coup c'était donc on a fait un premier événement en 2019 où tu es venu parler de ton voyage en stop. En pastèque. Oui. On va en reparler un petit peu quand même. Parce que j'ai des questions. Et on était donc avec Nastasia, Yejong et Caroline. Et je vous mettrai le lien si vous voulez réécouter cet épisode parce que c'était hyper cool. C'était en public et voilà, il y avait une bonne ambiance et c'était la bonne époque. On était jeunes. Voilà. Et ensuite, on a fait une autre interview. Je crois que c'est à peu près il y a 1 an que je n'ai pas publié car la vie. Tout simplement. Mais je suis ravie de te recevoir à nouveau parce que là, tu reviens d'un trip assez fou et donc on va pouvoir en discuter. J'ai plein de questions pour toi sur ça. Yes. C'est parti. Et moi, je crois que j'ai pris un abonnement à ton podcast chaque année. Après chaque voyage, le Tour de France en pastèque, en autostop, les aurores boréales en autostop, l'Amazonie au Pérou. Chaque année, je reviens chez toi. Il faudrait faire le suivi. Qu'est-elle devenue ? Exactement. C'est ce qu'on va faire, je pense. Alors, on recommence avec une petite question. Je pense que tu as déjà entendu, mais c'est pas grave, je te la repose quand même. Déjà, ma première question, c'est pas ça du tout. C'est quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dis aux gens ? Quand on me demande de me présenter, je dis que je suis une militante activiste pour la déstigmatisation de la santé mentale. Ouais, ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est impressionnant. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien en général, je présente mes invités, mais là, je voulais te laisser te présenter parce que justement, je trouve que voilà, tu utilises ces mots que j'aurais pas mieux dit. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, ma première question, ça y est, on y arrive. Donc, c'est un podcast qui parle de voyage, de changement de vie, de comment est-ce qu'on s'aligne avec qui on est, etc.
Et la première question, c'était comment est-ce que tu étais quand tu étais petite et c'était quoi ton rapport au voyage? Alors, je pense que quand j'étais petite, je me sentais déjà très dysfonctionnelle parce que j'avais des grosses difficultés scolaires dues à ma dyslexie, ma dysorthographie, etc. Et en plus de ça, j'étais une enfant quand même très, très hyper. Ok. Hyper sensible, hyper tout ça, là. Hyper émotive, hyper impulsive, tout ça. Mais tu le savais déjà quand t'étais petite ou tu t'en rendais compte après? Non, ça, j'ai intellectualisé ça des années après, en séance de psy et tout. Mais non, quand t'es enfant, juste Tu sens qu'il y a un truc qui est différent, mais tu sais pas quoi, en fait. Ouais, et puis même, je pense que t'en as pas trop conscience. Enfin, je pense que petite, moi, je me posais aucune question vraiment. Donc voilà, mais quand même, genre j'avais ma maîtresse d'école à l'âge de 7 ans qui avait dit à mes parents que ce serait bien que j'aille voir un psy. Donc je pense que déjà à cette époque-là, j'avais déjà des trucs, tu vois. Ouais, puis à l'époque, alors bon, t'es un peu plus jeune que moi, mais on n'en parlait pas trop. Tu vois, c'était assez tabou encore, je trouve. Ouais, complètement. Justement, on en parle de plus en plus et tant mieux. C'est vrai que, ok. Ouais, donc du coup à 7 ans... j'ai vu ma première psychologue, mais c'était cool parce que c'était juste une gentille dame chez qui je faisais des dessins, tu vois, c'est tout. Elle me dit dessine ta maison, dessine ta famille, et puis ensuite elle me posait des questions sur mes dessins, et puis c'était tout, tu vois. Ok. Donc en vrai c'était juste une nana un peu cool, et c'est des années après que j'ai compris que c'était une psychologue. Je dis ah ouais. Enfin bon bref. Et du coup mon rapport au voyage, je pense que genre dans ma tête, j'ai toujours rêvé d'être une grande aventurière. Ça, c'était, je pense, mon fantasme de petite fille, enfant et tout. Dans les dessins animés, j'étais toujours en fantasme sur l'héroïne qui part voyager toute seule, vivre des grandes aventures. Et en mode, moi, plus tard, quand je serai grande, je veux être une grande aventurière, tout ça. Je pense que mon premier vrai fantasme féminin, c'était Lara Croft, tu vois. Qui n'a pas rêvé d'être Lara Croft dans sa vie, tu vois. Donc ouais. Et tu voulais faire quoi comme métier? Oh là, je savais pas du tout. Hein. Aucune idée. Genre, je pense juste... Juste vivre... être une meuf super badass, quoi. Ouais. partir à l'aventure, c'était ça mon truc. Ouais. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Je pense qu'on est nombreuses à se retrouver là-dedans, dans ce côté... ouais. Moi, je voulais être archéologue. Voilà, je sais pas pourquoi, j'adore redire ça. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu voyage... c'est genre découverte de trucs. Et après, on te dit, bah non, c'est pas un vrai métier. Ou, bah non, t'es une femme, donc tu vas pas faire ça. Moi, je me souviens, je crois que c'était la princesse Mononoke. Non, je sais plus. T'as un dessin animé qui est manga et la fille, elle vit avec des loups dans la nature. Oui, bah c'est princesse Mononoke, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, je crois. Oh, mais quand j'avais vu ce dessin animé, j'étais, mais c'est ça que je veux devenir dans ma vie? Vivre avec des loups, Vivre avec des loups, en fait. Être en pleine nature et tout. En plus, la meuf, elle est là. Enfin, oh là là, mais c'était trop mon truc, ça. Pourquoi on fait pas ça, en fait? Et oui. Tout simplement. On va faire un bond dans le temps et on va arriver à la pastèque. Cash. Cette transition est géniale. Parce qu'en fait, on a plein de choses à parler, à discuter. Et donc, voilà. J'aimerais quand même que tu me parles de cette aventure quand même, puisque c'est comme ça aussi que tu as commencé à créer du contenu. Aujourd'hui, tu es créatrice de contenu aussi, parce que tu publies beaucoup de contenu sur les réseaux. Et donc, tu as fait ton premier Tour de France, ton premier tour en stop, et du coup, Tour de France en stop, en donc 2019, il me semble que c'était bien ça. Hein, je pense, mais je suis nulle dans les dates. Mais ouais, ça devait être ça. Donc, voilà, donc déguisé avec ce fruit. Qui est la pastèque. Et la pastèque. Raconte-nous un peu pourquoi ce projet, cette envie, et pourquoi la pastèque. J'adore. Je pense que vraiment ce Tour de France en autostop en pastèque, c'était l'un des plus gros kiffs de ma life, quoi. Vraiment, je me suis jamais autant éclatée qu'à ce moment-là. Et en fait, je revenais de 8 mois solo en Amérique latine, donc j'avais fait 8 mois toute seule en sac à dos et tout, et je revenais du Chili. Et quand je racontais mes histoires en Amérique latine, comme quoi, je sais pas, j'ai été hébergée par plein de gens, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de trucs, les retours des gens que j'avais en France, ils me disaient oui, mais ça c'est possible parce que tu voyageais et que tu étais en Amérique latine, mais en France c'est pas du tout possible de faire ça, etc. Et j'avais toujours eu ce rêve de faire de l'autostop, c'était un énorme fantasme pour moi. On n'avait jamais fait avant?
Même un petit truc. J'avais essayé au Chili, Ouais. mais c'était pas forcément une bonne idée. Ça s'était mal passé. Ça n'était pas super bien passé. Genre vraiment, cette année, enfin, genre vraiment, c'était pas super bien passé. Bon, il m'est rien arrivé en soi, mais bon, voilà, quoi. Mais je voulais pas rester sur cet échec, entre guillemets. Je m'étais dit, non, en fait, j'ai envie de faire de l'autostop. Et c'est vrai que moi, quand on me dit, non, mais non, c'était pas possible, parce que si, parce que ça, j'ai tendance à dire, OK, I'm gonna prove you wrong. exactement, je vais prendre mon sac à dos et en fait, je vais prouver qu'on peut vivre des super belles aventures sans quitter la France et que les Français et Françaises ne sont pas... Froid. Ouais, Il y a cette image-là. je trouve qu'on a une image de notre propre population, de notre propre pays qui est vachement péjorative, en mode les Français sont râleurs, grognons, pas forcément hyper accueillants ou pas forcément hyper chaleureux. Moi, je me suis dit, bon, bah, ok, tu sais quoi, on va le faire, on va faire un tour de France en autostop, en me faisant héberger par des gens, et puis on va voir, advienne ce que pourra. Ça aurait pu très bien ne pas marcher, ça aurait pu très bien faire un gros flop. Mais, ouais, t'avais pas d'attente particulière, tu voulais pas dire, t'avais pas un message à faire passer, tu te dis, on verra en fait. Ouais, complètement. Après, c'était vraiment juste du kiff et tout. Et je voulais quand même le faire déguisé. C'était important pour moi, justement, pour montrer que vas-y, c'est chill, on se prend pas au sérieux, on y va en mode déconnade, enfin tout ça. Et pourquoi la pastèque? Alors ça, l'histoire, c'est vraiment... j'avais aucune idée de en quoi me déguiser, pour être honnête. Ça aurait pu être un animal, ça aurait pu être n'importe quoi en fait. Ah, je te jure, ça n'a tenu à rien parce que j'ai acheté un costume de pastèque et un costume d'ananas. Oh. Et j'hésitais entre la pastèque et l'ananas. Donc vraiment... T'as fait une étude qualitative. Une étude et tout. Vous préférez comme ça ou comme ça? Exactement. Et genre, l'avantage de la pastèque, c'est que c'est gros et rouge. Oui. Et que donc, sur la route, on me voit très bien. Enfin, il y a ce truc de visibilité quand même. Et c'est vrai qu'à la base, donc je savais pas du tout en quoi me déguiser. J'ai tapé déguisement femme sur Google et je suis tombée sur infirmière cochonne. Enfin, oui. Des trucs très sexy, très voilà. Je me suis dit, bon, faire de l'autostop en infirmière cochonne, je suis pas sûre que ce soit la meilleure bonne idée. Un truc un peu sexy et tout, non, on n'y est pas. Bon. L'avantage des fruits et légumes... Ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. L'avantage des fruits et légumes, c'est que c'est des costumes qui sont pas sexualisés. Oui. Et que c'est pas genré, et que c'est pas... Et c'est pas genré, c'est pas etc. T'as donc, pas un a priori sur un fruit, par exemple. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, moi, il me faut un costume de fruits ou légumes. J'adore l'idée. C'est une évidence, quoi. Exactement. Et donc, la pastèque, parce que c'est gros, parce que c'est rouge, parce que c'est non-genré, parce que c'est pas un costume dans lequel je me sens sexualisée, parce que je me sens à l'aise dedans, parce que c'est super bon délire. Et c'est bon. Et c'est bon. Et en plus de ça, le costume aussi, ça permet de rentrer en contact avec les gens, mais tellement beaucoup plus facilement, parce que les gens sont là en mode... ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Et d'ailleurs, pendant tout mon voyage, vraiment, genre, j'étais super... déçue entre guillemets parce que les gens ont confondu la pastèque et une coccinelle. Tout le monde pensait que j'étais déguisée en coccinelle, mais rien que ça, tu vois, ça permet de créer du lien et tout, tu vois. Okay. De dire, il y a quand même une question sur pourquoi la coquille. Oui, exactement. Non, c'est une pastèque. C'est une pastèque, s'il vous plaît, respectez-moi. Je n'ai rien contre la communauté des coccinelles. Mais ce n'est pas ma communauté. Je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie. Enfin bon, bref. Et du coup, vraiment, ce costume de pastèque m'a permis de rentrer hyper facilement en contact avec les gens. Et puis même, les gens qui me voyaient sur le bord de la route, ils étaient explosés de rire quand ils voyaient une pastèque en train de lever le pouce comme ça. Mais vraiment, genre, même s'ils me prenaient pas en autostop, je savais que je leur en gros que je leur ai refait leur journée, tu vois, parce qu'ils étaient trop contents, parce que c'est ouais, exactement. Donc même ça, tu vois, c'est trop bien. Genre vraiment, c'était l'un de mes plus gros kiffs de voyage, vraiment. Et puis j'étais toute seule et tout, mais c'était trop bien. Et ça a duré combien de temps ce voyage-là? Oh là, je sais plus. Je crois que ça a dû durer 2 mois, mais
Je crois que ça a dû durer 2 mois. Et j'ai été forcée de rentrer sur Paris parce qu'il y avait eu des grosses grèves. Toute la France en 2019, je sais plus quand est-ce que Oui, c'était. c'est vrai que 2019-2020, c'était pas ouf. Ah non, c'était pas ouf du tout, c'était la pire année pour faire ça. C'est Et, vrai, ça. et donc, il y avait eu des énormes grèves qui avaient figé pratiquement tout tout à le fait. pays. Et donc, du coup, j'ai été forcée de rentrer en France parce que l'autostop n'était plus possible. Et heureusement que de rentrer en France, de rentrer sur Paris. Et heureusement que je suis rentrée sur Paris parce qu'après, il y a eu pandémie, Covid et tout. J'ai dit heureusement que je n'étais pas hébergée chez des gens Ouais. en galère, en train d'essayer de chercher des voitures parce que je me suis... Enfin, tu vois. Ouais. Et encore, c'est en France. Parce que il y a eu des histoires de gens qui étaient à l'autre bout du monde. Ouais, complètement. Une bonne galère. Et t'en retires quoi donc de ce premier voyage? Alors, deuxième du coup, puisque t'avais Amérique latine avant. Ouais. Amérique latine. Mais de faire justement un voyage qui sort un peu de l'ordinaire, donc en stop, mais aussi déguisé, ça t'a appris quoi comme leçon de vie? Déjà que c'est hyper important d'avoir de l'autodérision et de rire de soi. De complètement lâcher prise sur ce que les gens pensent de nous. Je pense que si t'es quelqu'un qui a peur du ridicule, là t'es vacciné pour tout le reste de ta vie, clairement. Ouais. Que le ridicule ne tue pas finalement, c'est un peu... Le ridicule ne tue pas. Parce que vraiment, je me suis retrouvée dans des situations, j'étais tout le temps en pastèque. Genre, petite anecdote, un jour t'as un gars qui m'a hébergé, il m'a dit écoute, moi je t'héberge et tout, par contre c'est le week-end, c'est samedi, moi je vais en soirée, donc si tu veux venir avec moi en soirée, très bien. Mais pas en pastèque. Et si tu veux rester dormir, je te passe le double de mes clés et puis, et puis voilà. Moi j'ai dit si, j'ai carrément envie de venir à ta soirée, par contre je suis une pastèque, je viens en pastèque. Et le gars m'a dit ok. Et j'ai débarqué à cette soirée, c'était l'anniversaire d'une fille. C'est tellement drôle. Et en fait, je ne savais pas, mais il y avait un code, il y avait un dress code pour cette soirée qui était chic et élégant. On y était. Et moi, j'arrive avec des sandales quechua, chaussettes, déguisées en pastèque. Je ne connais personne. Même les gens sont arrivés en disant mais comment, genre, t'es qui? Tu vois, t'es qui? Et moi, j'ai dit non, mais c'est machin qui m'a hébergé. Je l'ai rencontré hier. Il m'héberge chez lui. Il dit mais tu le connais comment? Je sais pas, je connais pas en vrai. J'ai fait du stop, puis voilà. J'ai fait du stop et puis je suis là, tu vois. Mais vraiment un truc. Donc ouais, j'ai énormément d'anecdotes liées à ce voyage qui sont absolument extraordinaires. Et donc, petit 1, le ridicule ne tue pas. Et petit 2, je trouve que totalement s'affranchir des codes de la société, d'être totalement en dehors du système, moi ça me fait énormément de bien en fait. Et de juste, on peut rentrer en contact très très facilement avec les gens. Et non, on n'est pas des gens hyper aigris, hyper froids, etc. Pas du tout. Au contraire, moi j'ai trouvé les Français et les Françaises très chaleureux, très accueillants. J'ai toujours trouvé des gens pour m'héberger, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis une solidarité, une entraide, où à partir du moment où tu as la première personne qui t'héberge dans une ville, ensuite, elle a tout un réseau de potes et tout. Et en fait, le plus difficile, c'est de trouver la première personne. Une fois que tu as la première personne, après, ça roule tout seul, quoi. Il y a une entraide absolument extraordinaire. Donc, ok. Ouais. Et peut-être aussi que ça te met sur la route, justement, des gens qui vont... Si tu vois quelqu'un qui est en pastèque, il faut être dans le délire. Et du coup, ça te met sur ta route des gens qui sont OK avec ça, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait totalement. Voilà. C'est que les gens qui sont pas dans le délire, ni de l'autostop, ni de la pastèque, ils vont pas s'arrêter. Donc en fait, je suis que en contact avec des gens qui sont hyper curieux, qui ont envie d'en savoir plus. Moi, je me souviens, c'était à Metz. Je viens de Metz. Il me semblait bien que t'étais passé à Metz. Ouais, j'ai un super souvenir de cette ville parce que vraiment, j'ai fait genre 2 mètres dans Metz et t'as une fille qui était serveuse à un café qui, direct, elle est venue me voir et m'a dit « Oh, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que t'as besoin de quelque chose ?» Parce que j'avais une pancarte avec écrit Tour de France. Et genre vraiment, elle m'a dit « Mais vas-y, assis-toi, je t'offre un café. Est-ce que t'as besoin de charger ton téléphone portable ?» Ça me l'a fait aussi à Lille. Enfin, il y a trop de villes comme ça où pareil, genre je me balade, je vais dans une boulangerie pour acheter un truc et qu'est-ce que vous faites? Je fais un tour de France déguisé en pastèque. Je me base sur l'entraide et tout. Attendez, restez, je vous offre un sandwich. Enfin, il y a tellement d'initiatives comme ça et moi j'ai vraiment été agréablement surprise où
Au bout d'un moment, j'étais même plus dans je dois demander aux gens, c'est les gens qui viennent vers moi spontanément pour me demander si j'ai besoin de quelque chose, d'aide, d'un café, d'un sandwich, d'un truc. C'est extraordinaire. Ça redonne foi un peu en l'humanité et en la France. Mais oui, complètement. Mais c'est vrai. Ok, bah franchement, c'est hyper intéressant. Mais du coup, pour la suite, donc ensuite, après ce petit tour de France, tu rentres en France, forcément. Donc là, 2020, nanani, nanana. Et en novembre 2020, on te diagnostique donc un trouble de la personnalité borderline. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment est-ce que tu as vécu ça à ce moment-là? Parce que tu rentres quand même de ce Tour de France qui est assez fou. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie? Du coup, ça a été un peu la descente aux enfers. On va dire que le Tour de France en pastèque, c'était mon dernier gros kiff de ma vie où j'ai trop kiffé. Et ensuite, j'ai sombré dans un état dépressif qui a duré plusieurs mois. Urgence psychiatrique, hôpital psychiatrique, enfin c'est parti quand même assez loin cette histoire. Et du coup, c'était en décembre 2020 où on me diagnostique avec un trouble de la personnalité borderline. Là, ça a été un effondrement. Ça a été déjà, je revenais de plusieurs mois d'état dépressif, à essayer de chercher de l'aide, à pas forcément trouver, à me sentir super isolée dans ma détresse et de ma souffrance. Donc on me diagnostique ça. Bon alors j'ai mis énormément de temps avant de comprendre ce que c'était. Parce qu'au début quand on m'a annoncé ça, j'ai dit ça a pas l'air d'être la meilleure annonce qu'on m'ait faite quand même. Ça veut dire quoi? Ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Tu vois, donc j'étais un peu dans un truc où mince, genre je comprends que j'ai vraiment un trouble psy. Donc c'est un peu un monde qui s'effondre et en même temps je comprends pas trop ce qu'on est en train de m'annoncer. Et donc, c'est 6 mois après que je comprends vraiment ce que c'est qu'un trouble borderline. Et donc, dans les grandes lignes, ça va être une personnalité très intense, toujours poussée dans les extrêmes, avec cette idée de c'est soit tout blanc, soit tout noir. Des comportements d'autodestructeurs très forts, avec une sensation de vide quasi constante. Donc, un espèce de vide qu'on va essayer de combler à travers plein de choses. Et cette image de ma personne qui est très distordue. C'est-à-dire, je passe d'une idéalisation totale de moi-même, je suis la meilleure du monde, totalement invincible, je peux tout réaliser, versus l'extrême opposé qui va être je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre, je suis une personne horrible, patati patata. Donc voilà, je dois très certainement oublier 1 milliard de trucs, mais déjà dans les très grosses lignes, c'est ça. Et puis bien évidemment une hypersensibilité, une hyperémotivité, une hyperimpulsivité, en fait tout hyper quoi, genre tout hyper. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Moi dans ma tête je peux te dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais du coup t'as toujours, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi et à un moment donné tu t'es dit bon là c'est trop, faut que j'aille me faire suivre en gros, ou est-ce que il y a un déclencheur, il y a un truc, ou enfin je sais pas, peut-être que c'est une question con mais j'y connais rien du tout. Non du tout, au contraire pose-moi toutes les questions que tu veux. Vraiment. Alors moi ce que je dis c'est que je suis pas devenue borderline le jour du diagnostic, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours depuis je veux dire mes comportements autodestructeurs ils ont démarré, j'avais 15-16 ans réellement. Mes premières pensées cette sensation de vide quasi constante, mes premières pensées sombres / pensées suicidaires, j'étais quand même extrêmement jeune, tu vois, je devais avoir 10 ans la première fois que j'ai pensé à ça. Donc ça a toujours fait partie de moi, mais j'étais pas du tout au courant que c'était quelque chose de l'ordre de la psychiatrie. Mais vraiment pas du tout. Moi, j'étais à des années-lumière. Enfin, pour moi, je me suis toujours connue comme ça. Ouais, c'est ça. Tu te dis, je suis juste différente. Même pas, genre, parce que en vrai, on sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Genre, il y a aussi ce truc de, mais du coup, les autres gens, ils sont pas comme ça. Du coup, les autres gens, ils pensent pas comme ça. Enfin, tu vois, genre, t'as tout un truc là-dessus aussi. Donc non, moi vraiment, quand on me l'a annoncé, mais j'étais à des années-lumière de me dire que c'était vraiment quelque chose qui était identifié, qui relevait de l'ordre de la psychiatrie et tout. Mais moi, mais vraiment pas du tout. Et c'est quelque chose qui s'est totalement imposé à moi. Je veux dire, la psychiatrie, c'est pas moi toute seule qui me suis tournée vers la psychiatrie. C'est en fait, j'allais tellement mal que j'avais plus d'autre choix que l'hospitalisation, vraiment. Et puis en fait, on m'a
pas laissé le choix, parce que c'était la meilleure décision à prendre pour ma santé et ma sécurité à ce moment-là. Et heureusement que j'ai été prise en charge. Donc non, moi je suis tombée là-dedans par totale survie, nécessité, mais pas du tout de mon plein gré, du tout. C'est ta famille, du coup, qui a réagi? Bah, il y a eu un événement qui a été très douloureux au mois de novembre où réellement, bon, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais Si t'as envie d'en parler, tu peux, sinon... aucun t'en parles souci, pas, hein. aucun souci. Mais donc au mois de novembre, j'ai réellement voulu mettre fin à ma vie. Euh, après cet état dépressif qui avait duré des mois et des mois, j'étais sous antidépresseurs, les antidépresseurs marchaient pas. Ah oui. Et donc du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, je vois une psychiatre. J'ai fait toutes les démarches pour demander de l'aide, ce qui était déjà extrêmement... Parce qu'il y a aller mal et il y a réussir à comprendre qu'on va mal et qu'on a besoin d'aide. Accepter de l'aide aussi? Accepter de l'aide, etc. Et moi, vraiment, pendant super longtemps, enfin pendant genre 2-3 mois, mais 2-3 mois avec un état dépressif qui traîne, c'est quand même très long, où je me suis dit, c'est rien, ça va passer, c'est rien, ça va passer. Genre vraiment, j'ai pas du tout pris le truc au sérieux. Ok. Et en fait, plus le temps passait, plus ça empirait. Et moi, mon état dépressif, les gens s'imaginent, j'ai l'impression quand on dit ça, que tu fais que pleurer tout le temps. Moi, pas du tout. C'était vraiment... j'avais de plus en plus de mal à me laver, j'avais de plus en plus de mal à m'habiller, à m'alimenter. Et j'étais juste totalement vide. Et tout devenait un effort surhumain. Mais vraiment. Et pour moi, c'était vraiment un vide, mais un vide intersidéral, quoi. Il se passait plus rien. C'était vraiment pesant. Et en parallèle, j'étais standardiste dans une grosse entreprise. Et vraiment, j'avais le sourire tous les jours. J'avais un masque social super fort. Personne n'était au courant de réellement la détresse que j'étais en train de vivre. Donc il y avait un énorme décalage entre le masque que je mettais tous les jours, qui était extrêmement épuisant et fatigant et pesant, versus, en fait, déjà, me laver, c'était voilà. Donc il y a eu plusieurs mois comme ça. Et donc quand on m'a mis sous antidépresseurs, je m'étais dit, chouette, enfin une solution. Ouais. Et quand les antidépresseurs n'ont pas marché, là vraiment, je me suis dit, waouh, il n'y a pas de solution à ma souffrance et à ma détresse. Et donc c'est ça qui m'a conduit à ce fameux point de non-retour et de rupture. Et c'est ce fameux point de non-retour qui a fait que je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques, mais dans un état, j'étais au fond du trou. Vraiment, quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, c'était je vais mettre fin à ma vie. Enfin, c'était non mais là, il n'y a plus rien à en tirer du tout. C'est fini, quoi. Vraiment, c'est fini. Et même, je trouve que tu as ce truc-là. Du coup, ils m'ont hospitalisée. Hospitalisation en psychiatrie, moi j'étais pas du tout au courant de ce que c'était qu'un hôpital psychiatrique. Ça m'a fait super peur, bien évidemment. Bah oui, en plus c'est très connoté, enfin c'est complètement. Il y a une image de ça. Ouais. Et en fait, dans l'état dans lequel j'étais vraiment considérée comme étant plus apte à prendre soin de ma personne. Et moi, j'avais pas compris que j'allais me retrouver dans une situation de plus de contact avec le monde extérieur, en fait. Ah oui, parce que t'es vraiment coupé, ils te prennent ton téléphone, t'as pas le droit, c'est ça? Ah, ils te prennent tout. Ouais. Vraiment, c'était en l'espace de... Je crois que j'ai passé 2 nuits aux urgences psychiatriques. J'étais totalement shootée au médoc parce que j'avais fait une petite connerie. C'est mignon de le dire comme ça. J'avais fait une petite bêtise. Si. Donc j'arrive aux urgences psychiatriques, on me dépossède de tout ce que j'ai, on me met en pyjama, j'ai plus de contact avec l'extérieur, etc. Et vraiment, je pense que quand on est très suicidaire, entre guillemets, on réalise pas, en fait, le truc que c'est. Moi, j'étais vraiment dans ce truc de « mais pourquoi vous en faites tout un caca nerveux comme ça ?» C'est pas si grave, de toute façon ma vie n'est pas si importante que ça, que je sois là ou que je sois pas là, ça va pas changer l'histoire de l'humanité, tu vois. Donc j'étais vraiment dans ce truc de mais pourquoi vous en faites tout un plat, on s'en bat les steaks, c'est pas très grave, tu vois. C'est que moi, quoi. C'est que moi, tu vois, genre vraiment. Je trouve qu'il y a une totale... moi, à ce moment-là, j'étais totalement déconnectée je n'avais pas réalisé la gravité de mon geste. Et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que en fait c'était grave ce qui s'était passé parce que j'étais totalement dans mon truc de bah non c'est pas peut-être que de le dédramatiser ça te permettait aussi d'accepter cette douleur quelque part, de dire
Bah, il y a aussi ce truc de ma vie n'a pas tant de valeur que ça, Ouais. tu vois. On est totalement dévalorisé enfin, tu vois, moi, tous les matins, je me lève, j'ai l'impression d'être un déchet de la société dans mon lit. Donc voilà. Donc il y a aussi tout ce truc de se réaffirmer, retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi-même, essayer de comprendre qu'on a notre place ici sur cette terre. Enfin bon bref, il y a tout un travail et tout. Combien de temps, du coup, t'as été justement suivi en hôpital, etc. Et à quel moment t'as compris que... Enfin, tu t'es compris et on t'a dit, ok, c'est bon, tu es apte à reprendre ta vie. Enfin, comment ça se passe, en fait? Parce que tu vois, il y a... Non, mais est-ce qu'on te dit, justement, ou est-ce que c'est toi? Enfin, comment... C'est fou. Là, c'était une situation très particulière parce que moi, pareil, je me souviens, parce qu'en gros, tous les jours, tu as des entretiens avec le psychiatre et tout. Et donc, tous les jours, j'étais face à 3-4 blouses blanches. Ouais, ça fait très... Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai gardé les petits traumatismes de cette expérience parce que derrière, j'ai développé une peur des blouses blanches. Pour moi, c'est très important qu'on soit 1-1 et que je sois pas moi toute seule face à 3-4 blouses blanches. C'est un truc que je peux plus aujourd'hui. Enfin bref, il y a un truc très... il y a plein de choses qui se sont passées durant ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, durant une séance, j'arrive devant le psychiatre et vraiment un peu en mode pétage de câble, en mode, écoutez, vous êtes bien mignons, hein. Mais à ce moment-là, moi, j'avais une copine, j'avais un taf, j'avais mes potes, j'avais ma famille, j'avais tout. Et toujours pas la possibilité de les contacter aussi, là, t'avais quand même accès... Si, en gros, on te donne ton téléphone portable, mais sans le chargeur. Ah oui, d'accord. Il y a quand même un contrôle... Donc moi, je trouve que c'est un peu hypocrite, tu vois, de dire, si, vous voyez, vous avez le droit à votre téléphone, vous le demandez, on vous le passe, il n'y a pas de souci et tout. Je fais, oui, mais si t'as pas le chargeur pour le charger et que t'as plus de batterie, c'est quand même un peu chiant, tu vois. Donc, j'avais quand même le droit à mon téléphone, mais il y avait quand même un certain... Enfin, tu vois, je trouvais que c'était très comme ça. Mais bon, passons. Après, je tiens à préciser que j'ai été hospitalisée vraiment en urgence dans le premier hôpital où il y avait de la place. Normalement, c'est sectorisé. T'es censé aller dans l'hôpital rattaché à ton secteur. D'accord. Moi, j'étais dans une telle situation qu'ils m'ont foutu dans le premier hôpital où il y avait de la place. Et c'est vrai que je suis arrivée dans une structure qui était cruellement en manque de moyens humains et matériels. J'ai fait d'autres hospitalisations après qui se sont beaucoup mieux passées avec des équipes super bienveillantes. Et ça m'a permis de renouer le lien avec l'hôpital. Mais c'est vrai que tous les hôpitaux ne se valent pas, clairement, en fonction des moyens qu'on y met. Et c'est aussi, ça fait partie de mon militantisme de témoigner et de dire c'est super important de mettre les moyens dans les hôpitaux, bien évidemment. Et donc, un peu gros pétage de câble, j'arrive devant le psychiatre et je dis non mais en fait, moi j'ai une vie, en dehors de ça, vous pouvez pas me garder ici indéfiniment, quoi. Je vais perdre mon taf. J'étais en couple avec mon ex-copine à ce moment-là. Je me disais, mais ça se trouve, elle va me quitter si je passe 6 mois à l'hôpital au bout d'un moment. Enfin, bref, quoi. Genre un peu un truc de, mais toute ma vie est en train de s'effondrer. Donc, laissez-moi sortir. Et vraiment, la réponse du psychiatre en face, c'était, en fait, tant que vous irez pas mieux, vous restez là. Oui, ça s'entend. Et en fait, si ça dure 6 mois, on vous garde 6 mois, quoi. Et moi, j'étais là en mode, mais quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Bref. Donc, au final, ça a duré 1 mois et demi. Ok. Ce qui a très largement participé au fait que je me suis reprise en main à un moment, c'est qu'en fait, vu que j'étais pas dans le bon secteur, on m'a rapatriée dans un autre hôpital qui était beaucoup plus chaleureux, accueillant, bienveillant. Okay. Et le fait qu'on me change d'hôpital, là, ça m'a permis réellement de me remettre sur pied. Okay. Parce que je pense que dans la première structure dans laquelle j'étais, les conditions étaient pas favorables au fait d'aller mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Comme quoi, ça dépend vraiment de... Enfin, c'est où t'es dans le bon secteur, ou t'es pas dans le bon secteur, et du coup, ça change tout, quoi. Mais complètement. C'est assez fou. Donc, en fait, moi, c'est quand on m'a changé... c'est vraiment des trucs bêtes, mais quand on m'a changé d'hôpital, j'étais terrorisée parce que je savais pas du tout où j'allais... Parce qu'en fait, on te dit rien, vraiment. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle structure, un truc tout bête, mais il y avait des couleurs
au mur. Et en fait, chaque chambre avait son code couleur. Et puis, il y avait des tableaux, il y avait des trucs et tout. Et rien que ça a participé au fait que, déjà, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux parce qu'il y a de la couleur, il y a de la déco, etc. Les équipes étaient tellement... Je pense que c'est la première fois de mon parcours que je me suis réellement sentie écoutée, que ma voix avait de l'importance, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est aussi important pour moi d'être écoutée et entendue, parce que pendant une grosse partie de mon parcours, j'ai eu l'impression de parler, et qu'en face, il n'y avait rien, ni personne, et que ma voix n'avait plus d'importance. Donc il y a aussi un peu cette revanche de ok, genre maintenant j'ai quelque chose à dire, il faut qu'on m'écoute. donc voilà. Ok, et donc tu sors au bout d'un mois et demi. Si après tu repars, tu fais un tour d'Europe, mais il y a combien de temps entre ça? Pardon, vas-y. Alors, je sors d'hôpital psychiatrique après 1 mois et demi. Là, il y a eu 6 mois d'errance où je cherchais un psychologue psychiatre pour m'accompagner. Donc 6 mois où j'ai vraiment fait plein de premières consultations avec des psys qui n'ont pas abouti. C'est hyper compliqué, je trouve, de trouver le bon professionnel qui correspond à toi, ce que t'attends. Et tu sais pas forcément ce que t'attends. Ouais, c'est super compliqué. Et surtout, moi, j'avais mes traumas d'hôpital. Donc ça faisait que, par exemple, c'est bête, mais c'est tellement des détails et ça tient à rien. Dans le sens où si je vais consulter un ou une psychologue psychiatre, si par exemple, dans la salle d'attente, c'est trop froid, je vais me sentir trop analysée et donc du coup je vais pas me sentir bien. En fait, dès la salle d'attente, je sais déjà que ça ne va pas fonctionner. Tu vois, et pareil, moi j'ai énormément de mal avec les liens très hiérarchiques. J'ai besoin en face de moi d'avoir quelqu'un qui est chaleureux, qui est avec qui on peut déconner, avec qui on peut faire. C'est bête, mais moi j'aime beaucoup l'humour et la blague, tu vois. La pastèque. La pastèque, quand même. Et j'ai besoin bien évidemment que je cherche une psychologue psychiatre, mais je cherche surtout quelqu'un avec qui déconner aussi. Qui est humain, quoi, en fait. Qui est humain et tout. Donc au bout de 6 mois de recherche, je me souviens, j'étais désespérée. Je vais chez ma médecin généraliste qui me suit depuis toute petite. Et donc je lui explique tout mon parcours. Et elle me dit, écoutez, je connais un psychiatre. Je vous préviens, il est peu conventionnel. Il est pas... C'est un psychiatre un peu déjanté, tu vois. Okay. Mais je pense que avec vous et votre personnalité, je pense que ça peut matcher. Donc j'y vais en mode, c'est ma dernière carte. Je vais voir ce psychiatre. Et vraiment, déjà, il y a un truc tout bête, mais il consulte chez lui. On est dans sa maison. Donc ça fait très salon, très... voilà, avec son jardin et tout. Donc rien que ça, moi j'adore parce que me faire héberger chez des gens, c'est parfait. C'est mon truc, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai vraiment l'impression de pas être chez le psychiatre. J'ai vraiment l'impression d'être chez quelqu'un qui m'héberge, qui m'invite chez lui, tu vois. Donc rien que ça, déjà, je me sens beaucoup mieux. Et première séance, le gars fait plein de blagues. Et ça, c'est vrai que je pense que ça passe ou ça casse. Tu vois, clairement, ça passe ou ça casse. Mais en effet, mon psychiatre, il a un humour totalement déjanté. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est déjà assez compliqué pour moi, tout ce parcours psychiatrique. C'est tellement compliqué. Donc j'ai besoin que ça reste un bon moment à passer et que j'y aille pas avec la boule au ventre à reculons en me disant je vais me sentir analysée, je vais me sentir pas bien, je vais me sentir rien là. Vraiment, quand je vais chez mon psychiatre, c'est limite, il est pas à 2 doigts de me passer le thé, la tisane, le café, tu vois. Donc vraiment, c'est ça qui fait que ok, on peut en rire, on peut déconner, je me sens pas malade, je me sens pas vue sous le prisme du borderline, je me sens vraiment, moi, Abigail, qui raconte ma life à un gars qui a 40-50 ans, qui est un peu cool, et qui est, en plus de ça, hyper ouvert d'esprit, sur lequel je peux vraiment tout dire, quoi. Donc, j'ai galéré. Dernière carte, si t'as sauvé, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, c'était ta dernière carte, et puis tu tombes sur lui, et lui, il t'a aidé vraiment dans ton parcours à... Du coup, moi, c'est vrai que l'erreur que j'ai faite en psychiatrie, c'est que j'avais tendance à idéaliser le ou la psychiatre, en me disant, c'est lui ou c'est elle qui a la solution à toutes mes souffrances, c'est lui ou c'est elle qui a le savoir absolu. J'ai compris que, en fait, les psychiatres, ils ont aucune idée de ce que j'ai, ils sont en train de chercher. Les médocs et les médicaments, c'est pareil, c'est très expérimental. En fait, on teste et on regarde si ça marche ou si ça marche pas. Mais quand j'ai compris ça a permis de faire redescendre totalement le statut de psychologue-psychiatre et de me dire, en fait, c'est un partenariat, une collaboration. Et donc, tu cherches pas la personne qui va te sauver, tu cherches
un peu un partenaire avec lequel tu es d'accord pour chercher ensemble. D'accord. Et donc déjà, quand on comprend ça, on redescend, tu vois. Et donc j'ai compris qu'avec lui, je suis d'accord de tester des médicaments, de regarder si ça fonctionne ou si ça marche, de dire bah non, ce médoc-là, j'ai trop d'effets secondaires, j'aime pas, j'ai envie qu'on arrête. Et mon psychiatre a compris quelque chose que, l'air de rien, pas beaucoup de psychiatres comprennent, c'était que au final, le dernier mot, c'est le ou la patiente qui va l'avoir. Parce que si demain, moi, je décide de plus prendre de médoc, oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois ? Si la personne en face n'est pas convaincue des bienfaits de pourquoi prendre un traitement, elle le prendra pas. Et ça, il y en a beaucoup qui comprennent pas ça parce qu'on est tellement sur un rapport hiérarchique d'autorité un peu paternaliste de l'ancienne psychiatrie. Fort heureusement, moi je vois que là, les nouveaux psychiatres, ils sont tellement beaucoup plus branchés, écoute du patient, collaboration, on explique les choses pour vraiment avoir l'adhésion de la personne, etc. Et mais ça, c'est primordial. C'est pareil, j'avais une psychiatre absolument extraordinaire dans un hôpital qui... j'étais foncièrement opposée pour prendre des médocs. J'étais là en mode non, je ne veux plus de médocs. Ça me fait que des effets secondaires. Non. Et elle a pris le temps. Et c'est la première psychiatre qui m'a dit mais vous savez, si vous avez trop d'effets secondaires, on arrête. Et j'étais là en mode waouh. Donc je peux arrêter le traitement. Et elle m'a dit bah oui, bien sûr. On va pas vous forcer à prendre un truc qui vous va pas, tu vois. C'était la première fois et j'étais waouh. Et c'est pareil, elle m'a tout expliqué. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait choisi ce médicament-là et pas un autre. Et on est vraiment sur de la pédagogie, on est vraiment sur un truc. Et vu qu'elle m'a tout expliqué, dans ce cas-là, ok, d'accord. Et en plus de ça, je sais que je peux l'arrêter, etc. Donc voilà, et c'est pareil, mon psychiatre, à un moment, j'ai voulu faire un sevrage des médocs. Je suis arrivée, j'ai dit, bon, j'ai envie qu'on teste, ça fait 3 ans que je prends mon stabilisateur d'humeur, j'ai envie de regarder et d'arrêter. Clairement, il n'était pas pour, mais il m'accompagne. Ok. Il a compris que même si on fonce dans le mur, bah, il va foncer dans le mur avec moi, il va m'accompagner. Et il sera là pour te rattraper, quoi. Et il sera là, exactement. C'est un filet de sécurité. Vraiment, c'est un filet de sécurité. Moi, je continue à faire mes décisions, etc. Mais je sais que j'ai un backup et qu'il est là, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Ok. Pas mal de choses, pas mal d'évolutions sur tout ce parcours. Du coup, en 2022, tu décides de repartir, faire un tour d'Europe avec objectif 2000 km d'autostop, 12 pays différents et surtout voir des aurores boréales. En Laponie. En Laponie. Comment a été cette aventure et pourquoi ce voyage après tout ce parcours-là dont tu viens de nous parler ? En fait, j'étais entre 2 hospices en psychiatrie, parce que j'ai fait une thérapie de groupe avec mon trouble borderline, etc. Et en fait, j'avais la date de la 3e hospitalisation en psychiatrie. Ah, ok. Et en fait, c'était la fin de mon CDD à mon taf et j'avais 1 mois de libre. Et je savais que quoi que je fasse dans ma vie, la seule certitude que j'ai, c'est que je retourne à l'hôpital. À partir de là, je me disais, je n'ai plus rien à perdre, j'ai 1 mois de libre, qu'est-ce que je vais faire de ce mois-là ? Et en fait, ça faisait... je crois que ça faisait à ce moment-là 2 ans que ma vie, c'était que l'hôpital, que les médocs, que les psys, que le trouble borderline. À partir du moment où on m'a diagnostiqué, toute ma vie était autour de mon trouble. Et j'arrivais plus du tout à savoir qui j'étais en dehors du trouble borderline. J'arrivais plus du tout à savoir, mais moi, Abigaël, qui je suis en dehors de ça, parce que tout tourne d'un coup autour de ça. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et donc, du coup, j'avais besoin absolument de faire une coupure radicale et de dire, bah là, à partir de maintenant, je veux rencontrer que des gens qui ne connaissent rien du tout de mon parcours, qui connaissent rien du tout de mes difficultés. Et aussi, je me sentais très abattue par tout ce qui se passe dans le monde. Et j'avais besoin de renouer du lien avec les gens, de renouer avec cette bienveillance, cette entraide et tout, pour un peu me prouver que malgré le monde qui s'effondre, il existe encore cette entraide, cette bienveillance et que c'est possible. Donc tout le but de ce voyage-là, c'était vraiment me redéfinir en tant que personne, retrouver espoir aux gens et voir des aurores boréales et réaliser l'un de mes plus grands rêves. Donc il y avait beaucoup d'objectifs pour ce truc-là. En 1 mois. En 1 mois.
Donc je me suis lancée dans cette aventure de allez, on va en Laponie en autostop. Et ça a donné 12 pays d'Europe différents. Et je suis arrivée avec une semaine de retard à l'hôpital. Oh, mais t'as vu les aurores boréales? Tu les as vues ou pas du coup? Non, je les ai même pas vues. Oui, c'est bien ce qui me semblait, on en avait parlé la dernière fois. Mais ça aussi, c'était l'une des plus grandes leçons de vie que j'ai eues. Parce que quand je n'ai pas vu les aurores boréales, j'ai tiré une gueule de 10 mètres de long. Je suis venue pour ça, moi, quand même. Attendez, je viens de me taper 2000 kilomètres. J'ai galéré à me faire héberger à droite à gauche, à baragouiner de l'anglais, enfin bref. Mettez-moi une aurore, quoi, petite, quoi. un petit truc vert, violet, quelque chose dans le ciel. Enfin bon, bref. Mais en fait, je m'étais dit, mais je pense que c'est l'une des plus grandes leçons qu'on m'a jamais apprises. Ça a été le fait de ne pas avoir d'aurore boréale parce qu'il n'y a pas d'aurore boréale, ça enlève tout le chemin que j'ai fait jusqu'à présent. Et de dire justement, en fait, c'est pas l'objectif en soi qui compte, mais c'est tout le chemin qu'on fait pour atteindre cet objectif. Parce que je me suis dit, mais attends, meuf, t'as pas vu d'aurore boréale, mais t'as vu tout ce que t'as fait. Pour une meuf qui sort d'hôpital psychiatrique, qui sort d'une dépression, avec qui on a fait ci, ça, on a diagnostiqué 1001 trucs différents. Waouh, quoi, mince, t'es quand même sacrément badass. Enfin, je veux dire, réussir à trouver des hébergements, comment manger, renouer du lien, toutes les super belles rencontres. J'ai plein d'anecdotes dans tous les pays, j'ai une anecdote à raconter pratiquement. Et puis mince, quoi, t'as réussi à aller jusqu'en Laponie. Genre, il fait moins 25 degrés toutes les pelles. Mais t'es en Laponie, c'était l'un de mes plus grands rêves. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur énorme pour la Finlande. Ce que je pensais pas, parce que moi, je suis quelqu'un de très frileuse, tout ça. Et en fait, énorme coup de cœur pour la Finlande, plus. Et ça a été une très grande leçon de vie, vraiment. Oui, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Oui, et puis c'est important d'avoir des très très grands rêves et de se donner les moyens de les réaliser. Mais si jamais l'objectif en soi du rêve est pas à la clé, l'air de rien, t'as outrepassé, enfin t'as dépassé toutes tes limites, tu t'es découvert des capacités de fou. Moi, ça m'a permis on parlait tout à l'heure de l'estime qu'on perd quand on a une dépression. Là, mais ça m'a redonné confiance en moi, plus, l'estime de moi. Enfin, et ça, c'est des cadeaux qui sont absolument, comment on dit, inestimables, ouais. Et ouais, en un mois, ça m'a remis sur les rails. Complètement, quoi. Ouais, c'est la puissance du voyage, je trouve. C'est ça, c'est pouvoir se réinventer et pouvoir faire des choses dont on ne se sentait même pas capable. Et en fait, se rendre compte qu'on peut le faire. Et que si on n'y arrive pas, on apprend, on aura toujours fait des choses. Et puis, ouais. Et du coup, moi, quand je suis retournée à l'hôpital psychiatrique après ça, j'avais un état d'esprit qui avait totalement changé. Parce que je me disais, mais si je suis capable de trouver un hébergement dans un pays où je ne parle pas la langue, ou bidule ou machin pour trouver des voitures et tout, en thérapie, quand il va y avoir des problématiques qui vont se poser et d'aller regarder tout ce qu'il y a de dysfonctionnel chez soi, de remettre en question toute son histoire, de pouvoir changer ses comportements pour mieux interagir avec son environnement et être plus heureuse et plus épanouie dans sa vie future, j'ai les ressources et j'ai les capacités pour le faire. Donc il y a eu un peu cette première partie en psychiatrie où j'ai l'impression qu'on a beaucoup entaché mon estime de moi et ma confiance en moi. Et ensuite, il y a eu une seconde vague où là, je me suis dit, allez, on va y aller dans ces trucs de thérapie et on va aller secouer un peu tout ce qu'il y a, tous les trucs qu'on a mis sous le tapis durant toutes ces années. Et pour un mieux-être après. Et l'état d'esprit avait totalement changé. Et c'est grâce à ça aussi que je me suis rétablie, stabilisée et rétablie. Et qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis complètement. Donc le voyage et la thérapie, il y a énormément de similitudes et de points communs qui, au premier abord, peuvent pas forcément sauter aux yeux, mais c'est totalement... Enfin, pour moi, ça va de pair totalement, quoi. Merci d'avoir écouté la première partie de ma conversation avec Abigaël. Ne manque pas la deuxième partie qui sort la semaine prochaine.
Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus, tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi. Donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite!